Madame Linda Labaoui, Anthony Blinken annoncé pour l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'ambassadrice américaine également aux Nations Unies annoncée en Afrique. Une semaine plus tard, précisément au Ghana et en Ouganda, Samantha Power de l'Agence américaine de l'aide au développement annoncée également en Afrique, précisément, et sera au Kenya et en Somalie. Comment expliquer, Madame Linda Labaoui, cet intérêt pour l'Afrique? C'est ancestral, je parle des Américains. Les Américains ont mené une guerre sans merci à l'Empire britannique et à la France pour être en Méditerranée, pour pouvoir commercer avec l'Afrique. Ça, il faut jamais l'oublier. Les Américains ont mené une guerre sans merci aux Britanniques pour récupérer le canal de Suez et aux Français. Donc le canal de Suez est en Afrique. L'Égypte est plus africaine qu'orientale. Donc l'intérêt des Américains, il est vraiment, vraiment ancien. Et là, on peut dire qu'ils étaient toujours là depuis la Deuxième Guerre mondiale, principalement, surtout quand ils ont obligé, c'est les Américains qui ont obligé la France à décoloniser et à en finir avec son précaré. La France n'a pas été sanctionnée par rapport au nazisme et sa collaboration avec Hitler. Les Italiens ont été sanctionnés très fort, les Allemands, on n'en parle pas, les Japonais, mais les Français, ils ont échappé à la règle. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert ce qu'ils appelaient leur précaré. À cette époque-là, les Américains ne pouvaient pas les dégager comme ça d'un coup. Pour la simple raison que le côté francophone ne parlait pas anglais. Voilà. Donc, c'était difficile pour les Américains de venir tout de suite changer le système et de s'y installer. L'autre côté, l'Afrique anglophone, c'est le Commonwealth. Les Américains eux-mêmes font partie du Commonwealth, sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui gèrent, ce n'est plus les Britanniques, donc ça causait pas de problème. Donc, l'intérêt, il a toujours été là et les Américains sont là depuis très longtemps. En géopolitique, il y a une règle que je rappelle tout le temps. Si vous voulez faire venir les Américains, faites venir les Russes. Et si vous voulez faire venir les Russes, faites venir les Américains. Nous l'avons vu en Libye, les Russes sont arrivés en Libye, et nous l'avons vu en Syrie, les Américains sont arrivés en Syrie. Ça, c'est la règle. Ce n'est pas possible autrement. C'est avant la guerre froide, et pendant la guerre froide, et après la guerre froide. Ça reste une règle. Et il y a 6 mois à peu près, quand les Maliens étaient enthousiastes et ils disaient « ça y est, la France s'en va », j'ai dit non, le combat va être encore plus rude. Parce que là, la France s'en va, mais la nature n'aime pas le vide, donc forcément les Américains vont venir ou ils vont essayer de venir. Ça se confirme. Maintenant, concernant les pays qui sont visés, côté Rwanda, je vais venir surtout côté Rwanda, il y a une forte volonté de la part des Américains de déstabiliser, parce que l'Ouganda, c'est un pays qui est allié aux Américains. Mais par contre, il y a eu un investissement de la part des Chinois, une mine d'or que les Américains n'en voulaient pas. Et à cette époque, quand les Chinois ont investi, c'était 200 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle de 31 milliards de tonnes d'or ou quelque chose comme ça. C'est énorme, c'est énorme. Alors, la Russie et la Chine, ils sont pour la dédollarisation. Alors, si on rajoute l'or malien, les mines maliennes, ça va permettre de dédollariser. Et les Chinois, il y a les Russes, il y a quelque temps, il y a peut-être une quinzaine de jours, il y a eu une correspondance où les Russes ont dit carrément aux Chinois, si vous êtes attaqués de ce côté-là, nous sommes prêts à combattre près de vous. Donc, l'enjeu du côté du Rwanda, ou du Burundi, parce que le Rwanda veut déstabiliser tout ça, la région, c'est cette mine d'or, parce qu'elle va permettre il y a assez d'or pour qu'on puisse sortir du dollar au niveau international. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et les Américains, maintenant, ils veulent plus des Français.
Ils en veulent plus. C'est une carte grillée, c'est une carte qu'il faut éliminer. Et j'ai parlé tout à l'heure de la personne qui gère, le numéro 1 de Al-Qaïda qui vient d'être tué. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent les Américains par ça? Pourquoi ils l'ont tué? Sachant que Al-Qaïda est dans le Sahel. Al-Qaïda est dans le Sahel. Donc, est-ce que la personne qui a été tuée va être remplacée et à ce moment-là, Al-Qaïda ne veut plus coopérer avec les États-Unis, il coopère aujourd'hui avec les Chinois et les Russes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ou est-ce que cette personne ne sera pas remplacée et à ce moment-là, il y aura une débandade et ça peut jouer sur le Sahel. Et ça, c'est un message que je fais passer aux Maliens. Il y a une chose aussi que je vais dire, que je vais rajouter. Quand je parle, ce n'est pas un avis personnel que je donne. Quand je parle, généralement, j'ai des données. Tout à l'heure, notre frère Gamal Abina, il a parlé des Russes et ils sont pas impliqués en Irak, ils sont pas impliqués en Libye, ils sont pas impliqués. Mais il y a des réponses à tout ça. Il y a des véritables réponses. Il faut revenir aux archives anglais. Ils ont ouvert des archives et c'est très intéressant. On peut même, il y a quelques archives qui sont en ligne et c'est intéressant de voir ce qui s'est passé dans les années 60 et 70. Il y a aussi des gens qui ont écrit. Il y a des langues qui se sont déliées. Donc, quand je suis pas là non plus pour juger, il faut prendre Kadhafi, Saddam Hussein, Gamal Abdel Nasser, le Shah d'Iran. Ces gens-là sont tous arrivés suite à des coups d'État. Et qui, dans les années 60, 50, 60 et 70, pratiquait les coups d'État? À partir de ce moment-là, déjà, on a une idée comment ils sont arrivés au pouvoir. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas rentrer dans ce débat. Et c'est intéressant de creuser dans ce sens parce qu'il y a des livres, il y a un livre justement qui est en train qui raconte un peu ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient, mais qui joue, c'est à peu près la même méthode que les Américains sont en train d'apporter en Afrique, et qui s'appelle Lords of the Sahara de James Barr, B-A-2-R. Il explique comment les États-Unis sont rentrés dans une guerre froide avec les Anglais pour récupérer le Moyen-Orient et récupérer la péninsule arabique. Aujourd'hui, les Américains sont en train de faire la même chose avec les Français. Ils sont en train de les dégager. Mais les Russes sont là. Il va falloir qu'ils composent avec parce que les Russes, ils ont pris une décision. Ils n'ont plus envie de se faire dicter des choses. Et ça a été dit par Lavrov, par Poutine et par Medvedev aussi, ces trois messieurs. Donc les Russes ne partiront pas de l'Afrique et les Américains, il faut qu'ils composent avec ou vice-versa. Alors, Monsieur Gamal Abina, comment expliquer ces différentes tournées américaines annoncées pour l'Afrique? Les États-Unis actuellement sont en train de se redéployer en Afrique. C'est pas la première fois. Il y avait une tentative avec Obama de se redéployer en Afrique parce qu'ils ont bien compris que les enjeux aujourd'hui sont avant toute chose miniers, gaziers, pétroliers, énergétiques et d'influence géostratégique. L'Afrique étant évidemment le continent le plus riche de la Terre, il n'est pas difficile d'imaginer que avec l'appauvrissement des richesses d'Europe en particulier et la dépendance des richesses chinoises vis-à-vis de l'Afrique, ils ont besoin des hydrocarbures, de matières premières, l'Afrique devient un centre d'intérêt essentiel. Les États-Unis sont un pays très riche, il faut jamais perdre ça de vue. Il ne faut pas dire que les États-Unis vont en Afrique parce qu'ils sont en difficulté économique, c'est faux. Les États-Unis ont autant de richesses, sinon plus que les Russes. Ils produisent plus de blé que les Russes, plus de blé que pratiquement tout le monde d'ailleurs. Mais les États-Unis sont les stratèges. Ils cherchent à garantir, à sécuriser leurs approvisionnements et surtout à garantir le contrôle des prix. Quand on s'intéresse à l'Afrique, on s'intéresse au contrôle des prix. Il ne faut pas oublier que les matières premières sont cotées à Chicago. Je parle donc des matières alimentaires et que c'est donc les Américains qui font la pluie et le beau temps. La City ayant perdu sa superbe est moins importante, c'est une place financière qui a perdu. Les États-Unis avec Wall Street et évidemment Chicago deviennent la place financière plus importante. Ensuite, je pense, alors bon là, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que l'histoire du lâchage des pays arabes par les Russes, c'est pas d'hier. Hein. Les Russes ne s'intéressent qu'à leurs intérêts, c'est logique. Il faut utiliser les Russes pour ce qu'ils sont. Tout à l'heure, Monsieur Diawara a dit que nous allions avec les Russes, et ils ont raison de le faire, parce qu'ils sont membres permanents du Conseil de sécurité et qu'ils ont un droit de veto. Ça, par contre, c'est un argument bidon.
Le droit de veto n'est pas un argument. Le droit de veto, la France l'avait en 2003 contre les États-Unis quand ils ont été détruire la Libye. Ça n'a rien changé. La seule chose qui soit un argument solide, c'est que c'est une puissance nucléaire. Une puissance nucléaire très moderne, très équipée, et qui contrebalance la puissance nucléaire américaine, française, anglaise, et d'autres encore qui ont commencé à faire jour, chinoise. Et donc c'est vrai que s'associer avec un pays qui est une puissance nucléaire, c'est une garantie de sécurité. S'associer avec un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est autant d'importance que d'acheter une crêpe et de la manger à minuit. Ça fait aucune différence. Donc simplement, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis sont évidemment en concurrence directe avec les Russes et les Chinois, parce que les Chinois sont en train de les provoquer aujourd'hui. On voit la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, qui est une provocation comme jamais on en a vu depuis au moins 20 ans. Et donc les Chinois et les Russes se radicalisent en position, garantissent leur alliance qui n'a jamais existé au préalable. À l'époque, la Chine et la Russie n'étaient pas d'accord entre elles. Et aujourd'hui, ils sont en train de se dire à tout prendre, autant travailler de concert. D'un côté, la puissance militaire chinoise qui commence à émerger, mais russe qui est déjà affirmée. Et de l'autre côté, la puissance économique russe, chinoise, qui est très puissante et qui propose des investissements. On l'a vu ce qui s'est passé par exemple avec l'histoire de l'Éthiopie. L'Éthiopie est la principale source d'investissement chinois, avec 5 zones économiques spéciales. Ils ont failli détruire l'Éthiopie avec cette guerre organisée par les États-Unis. Eh bien, ça n'a pas marché. Ensuite, juste pour répondre à ce qui a été dit par notre ami Linda Alaoui, on n'a pas la même vision des choses. Kadhafi, avec son coup d'État le 1er septembre 69, arrive au pouvoir sur le modèle de Nasser, qui lui-même arrive au pouvoir dans un coup d'État fait par le général Laguib en 52, puis ensuite Nasser prend le pouvoir en 54. Ces gens-là sont des gens qui sont indépendants, qui ne se positionnent pas par rapport à l'Amérique, qui effectivement, alors je parle pas de Kadhafi a viré immédiatement les forces américaines et anglaises qui occupaient le territoire. Mais ces gens-là se positionnent dans une idée globalisante du tiers-mondisme. C'est une chose, d'ailleurs Nasser a porté le tiers-mondisme, puis Kadhafi par la suite, et Saddam Hussein. Et surtout, c'est des gens qui ont une lecture du monde arabe unitaire. Donc c'est une lecture qui est vraiment problématique pour les Américains, et c'est pourquoi d'ailleurs, et là on peut parler de leurs alliés, les Américains s'appuient essentiellement sur les dictatures monarchiques. On voit bien le Maroc, l'Arabie, tous ces pays qui sont des sous-fifres de l'Amérique sont les dictatures sur lesquelles s'appuient les Américains. Ils ont plus de difficultés avec les pays qui sont républicains dans le monde arabe, on voit bien avec l'Algérie, avec l'Égypte en son temps, plus aujourd'hui malheureusement, avec la Syrie, avec l'Irak, bref. Ça, en gros, l'appui américain se fait sur les dictatures laissées par l'Angleterre, monarchiques. Et donc ces dictatures, à chaque fois qu'elles tombent, comme en Iran par exemple, eh bien le pouvoir qui intervient devient un pouvoir indépendant. On voit bien que l'Iran, aujourd'hui, qui n'est pas une dictature monarchique, est devenu indépendant. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire simplement que le découpage du monde se fait par intérêt, évidemment, ça vous l'avez bien compris, et non pas par amitié, et que ce qui rapproche ces intérêts, c'est les intérêts convergents ou divergents. Actuellement, les États-Unis essaient de prendre les parts des Français en espérant que les Russes n'interviennent pas, que les Russes soient chassés. Et c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. L'Afrique est un continent déterminant en termes de matière de richesse, mais pas seulement, en termes aussi géopolitiques, géostratégiques. C'est le centre du monde, littéralement. Et cette Afrique doit savoir choisir ses partenaires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les Russes qui se déploient et qui proposent une aide qui semble être honnête, je le dis bien, mais ça ne garantit pas sur la durée que les Russes continuent à apporter leur soutien. J'ai rappelé 4 pays qui ont été lâchés par les Russes, même 5. Prenons la Somalie. La Somalie a été abandonnée littéralement par les Russes. Quand le Négus rouge tombe, une fois qu'il tombe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de soutien des Russes. Donc, faut jamais perdre de vue cette réalité. Les Russes travaillent pour leurs intérêts, c'est logique. C'est pas non plus des bonnes sœurs ou des pères blancs, on dirait entre guillemets. Et les Russes travaillent aussi et surtout pour garantir qu'ils ne seront pas envahis à leur tour, parce qu'ils voient bien que l'offensive de l'OTAN était considérable et concernant. Ensuite, les Chinois, c'est pareil, travaillent pour leurs intérêts. Ils font des investissements en Afrique, mais on a vu l'exemple qui était quand même assez calamiteux d'un port sur l'Afrique de l'Ouest qui ne pouvait plus payer, je crois, c'est Djibouti, pour me souvenir. Il me semble que c'est Djibouti ne pouvait plus payer les remboursements des fabrications du port fait par les Chinois. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ont pris le contrôle du port. Donc là, ça devient dangereux. C'est-à-dire que la Chine est capable de s'emparer d'un port et de faire du néocolonialisme. Évidemment, c'est pas une puissance coloniale, mais ça, c'est quand même très dangereux. Quand on tient les ports d'un pays, on tient le pays. Donc, ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est que l'Afrique doit se penser unie. Il faut vraiment envisager, effectivement, de se débarrasser du franc CFA, qui était une laisse tenue par la France. Il faut être capable de penser à un rapport sain avec ces nouveaux partenaires qui vont arriver, les Russes, les Chinois, les Iraniens et d'autres, les Indiens qui vont changer de position puisqu'ils commencent à quitter la couronne d'Angleterre, semble-t-il, ils s'en écartent. Tout cela pour dire que les 3 empires qui ont tenu le monde, c'était l'empire anglo-américain, mais particulièrement le Commonwealth d'un côté, l'empire anglais, l'empire américain avec évidemment ses influences considérables dans le monde, et puis l'empire français qui était un empire colonial. Ces 3 empires sont en train de se battre entre eux pour garantir d'être présents en Afrique, et ils se savent en perte de vitesse.
Donc pour convaincre sur le passif, c'est compliqué. Pour le convaincre sur le présent, c'est par la peur, en disant qu'il faut avoir peur des Russes. Mais pour convaincre sur l'avenir, c'est le seul moyen, c'est les investissements massifs. Et ces empires coloniaux n'ont pas les moyens d'investir maintenant en Afrique pour séduire. La Russie et la Chine en ont les moyens. Bank of China est très riche et très puissante. Et je pense qu'elle apportera cet argument supplémentaire pour les Africains, quitter définitivement le monde occidental au profit d'un monde beaucoup plus indépendant, qui est le nouveau bloc de l'Est reconstitué, que j'appellerais simplement le bloc de l'Est libre, qui a décidé de rendre les Africains un peu plus libres, on l'espère, et certainement pas sous tutelle de cette nouvelle puissance. Monsieur Defosmen, que se passe-t-il concrètement? Monsieur Defosmen, vous avez la parole. Je voudrais revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure notre ami. Oui, oui, je vous entends, très bien. Je voudrais juste, s'il vous plaît, si vous permettez, revenir sur ce que disait tout à l'heure Issa Diarra et Madame Linda Larbaoui sur la Russie et ses bonnes intentions s'agissant du continent africain. Je suis tout à fait d'accord avec Gamal Abdina. Les Russes ne font pas dans la dentelle. Pourquoi? Quand, par exemple, les Saoudiens voulaient bombarder Sanaa, au Yémen. Ils ont fait évacuer donc leur ambassadeur pour permettre aux Saoudiens de bombarder de pauvres malheureux qui n'ont même pas une chaussure à mettre au pied. Vous vous rendez compte? Les Russes ne sont pas les amis des laissés-pour-compte. Les Russes défendent leurs intérêts. C'est de bonne guerre, il est vrai. Mais toujours est-il que pour nous, Africains, de manière générale, il faudrait qu'on réfléchisse à un système qui soit viable, c'est-à-dire créer une entité régionale qui soit politiquement, économiquement et militairement forte pour pouvoir faire face aux défis qui se dressent devant nous. Et on ne va pas de devenir fort par la présence de telle ou telle puissance mondiale qui va, par exemple, nous donner cette force pour nous défendre par nous-mêmes. Non, s'il n'y a pas, si vous voulez, des alliances stratégiques avec les puissances, on est perdu, on est perdant d'avance. Et c'est ça qui fait que maintenant, il faudrait rester lucide et surtout savoir négocier les alliances. Monsieur Diarra, franchement, moi, je m'excuse pour cette expression, naïvement que les Russes sont là, c'est des bons Samaritains qui vont aider les Maliens donc à surmonter tous les défis. Non, je ne pense pas que ça puisse se passer comme ça. Non, franchement, non. Par contre, comment on appelle ça? Donc, pour revenir donc aux Russes, les Russes défendent leurs intérêts. Ils sont en train de tisser leur toile d'influence sur tout le continent africain. Le continent africain, il n'est pas aussi homogène qu'on le croit. La visite de Blinken, pour répondre à votre question, la visite de Blinken dans les pays, on va dire, alliés, dans le RDC, l'Afrique du Sud et le Rwanda. C'est un déplacement qui, si vous voulez, qui s'inscrit dans le sillage de la visite de Lavrov. Et pas uniquement, d'ailleurs, et pas seulement. Parce qu'il est là question, donc, si vous voulez, de matière première. Les Américains convoitent la matière première en Afrique. Pourquoi il y a par exemple des mouvements de sédition comme par exemple les milices du M23 par exemple. Vous voyez, à la frontière est du Congo, c'est par rapport justement à ces richesses. Et ces richesses qui font que ces conflits à faible intensité qui sont contrôlés à distance par les Américains et toutes, si vous voulez, les puissances impliquées dans ce jeu géostratégique, notamment du côté américain, qui sont en train justement de contrôler tout ça à distance pour pouvoir imposer leur calendrier d'hégémonie. Et c'est ça qui fait que maintenant les Américains se déplacent, parce que là ils sont pratiquement sur tous les fronts. On l'a vu aujourd'hui dans des cas de Taïwan. On l'a vu aussi donc un peu partout dans l'est de la Syrie. Actuellement, ils sont en train de vendre, par exemple, du pétrole syrien sans aucun droit, sans être mandaté par qui que ce soit. On est en train de voler du pétrole à un pays souverain qu'on a fractionné. Et c'est ça qui fait. Et encore une fois, pour revenir aux Russes, encore une fois, il ne faut jamais oublier que lors de la guerre des séjours que les Arabes ont menée aux Israéliens, les Russes ont vendu aux Arabes des armes enrayées. Vous vous rendez compte? Et plus récemment encore, les Russes, ils ont permis aux Israéliens de bombarder l'aéroport de Damas. Quand il s'agit d'intérêt, les Russes ne lésinent pas sur les moyens, ils ne font pas dans la dentelle, encore une fois. Et pour revenir donc à la visite de Blinken, il ne faut pas oublier que dans le sillage de cette visite, il va y avoir une Afro-Américaine qui se déplace. C'est symbolique, c'est très important donc au plan de la symbolique. L'ambassadrice actuelle
des États-Unis à l'ONU. Elle est donc connue pour son pragmatisme et, si vous voulez, son point fort en diplomatie. Donc, elle va se déplacer pratiquement donc au Ghana, qui est un pays anglophone, donc pour pouvoir justement tirer avantage. Et surtout, encore une fois, on risque de connaître, si vous voulez, l'Afrique divisée en deux camps. Parce que là, je pense qu'on est un peu enthousiaste quand on dit que l'Afrique est en train de s'émanciper. Peut-être sur certains plans, et d'accord, mais pas sur tous les plans. Parce que les Occidentaux, ils ne sont pas aussi vite qu'on le croit. Les Occidentaux sont en train d'œuvrer de leur côté pour diviser le continent africain en deux. Il y a encore d'autres forces occupantes qu'on ignore, qu'on n'a pas évoquées lors de nos discussions. Il y a les Turcs qui ont 3 bases en Afrique. Et vous avez même les Iraniens qui ont une base en Érythrée. C'est très, très important. Donc, il ne faut pas dire que l'Afrique est sortie de l'auberge, comme on peut le dire, de manière, on va dire, vulgaire. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Les Africains devraient réfléchir, si vous voulez, à une politique qui soit homogène et qui soit donc dans l'intérêt des Africains de manière générale. Il ne faudrait pas donc se tourner vers une telle puissance parce qu'elle n'a pas un passé colonial. Les Russes, ils s'en foutent, ils ont un passé colonial ou pas. Les Russes sont en train de défendre leurs intérêts. Je n'ai rien contre les Russes, ceci dit. Mais là, il faudrait quand même rappeler certaines vérités, qu'elles soient historiques ou, on va dire, contemporaines. Il faudrait évoquer toutes ces lacunes. Et en politique, encore une fois, comme je le dis lors de toutes mes interventions, en politique, il n'y a que des intérêts. Voilà. Alors, Monsieur Issa Diawara, tournée de la France en Afrique à travers son président Emmanuel Macron, tournée de la Russie en Afrique à travers le chef de la diplomatie russe, notamment Monsieur Sergei Lavrov, et aujourd'hui, du moins depuis le 29 juillet dernier, les États-Unis ont annoncé un déploiement, une tournée en Afrique à travers déjà Anthony Blinken, mais également l'ambassadrice américaine des Nations Unies, sans oublier aussi la patronne de l'Agence américaine de l'aide au développement. L'Afrique cible à travers ces différentes tournées. Peut-on parler aujourd'hui d'une bataille géopolitique entre la France, du moins l'Occident, et la Russie pour l'Afrique? Madame, au 19e siècle, le monde a connu, en tout cas le monde occidental a connu ce qu'on appelle les progrès scientifiques et techniques. C'est-à-dire quoi? Ils se sont construits beaucoup des usines. Tant qu'elles soient des usines de textiles, des usines d'armement, mais quand vous prenez l'Occident en tant que tel, l'Occident n'a pas les matières premières pour faire fonctionner ces industries. C'est pourquoi des intellectuels français tels que Victor Hugo, tels que Gilles Ferry, ont dit qu'il faut coloniser l'Afrique, qu'il faut aller vers cette colonisation d'Afrique. Donc coloniser l'Afrique, c'était quoi? C'était surtout pour des besoins économiques, pour pouvoir faire fonctionner, faire de l'Afrique le carburant de l'Europe. Donc maintenant, avec les indépendances formelles de l'Afrique, l'Europe, l'Occident a varié son mode de pillage des ressources de l'Afrique. Même quand vous voyez les chemins de fer que les colons avaient mis sur pied, vous prenez par exemple, c'est Niamey, normalement c'est Niamey, Bamako, jusqu'à Dakar. C'est-à-dire quoi? Comment faire exporter les ressources, les matières premières à partir de l'Afrique. Ce n'était pas pour le beau jeu des Africains, madame. Donc c'est cela qui continue. Maintenant, la bataille entre l'Occident et tout ça, c'est comment continuer à faire fonctionner leurs industries à partir de l'Afrique. Puisque l'Afrique même n'est pas en train de transformer ses matières premières. Donc, ils vivent de la transformation des matières premières de l'Afrique. Madame, c'est de cela qu'il est question. La Russie dispose de quelques matières premières, notamment énergétiques. Vous avez le gaz, le pétrole. Mais l'Occident n'a presque rien, à part le gaz de schiste. L'Occident est en réalité en déficit. Donc, il faut continuer à piller l'Afrique. C'est là la vraie bataille. La Russie, en proposant un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, la Russie contribue en train de céder dans sa guerre. Qu'est-ce que la Russie fait? La Russie veut bloquer les industries occidentales à partir de l'Afrique. Puisque si la Russie parvient à les doubler en Afrique, les industries occidentales seront en arrêt, c'est des soulèvements là-bas, c'est de la misère.
c'est de la pauvreté. Puisqu'ils n'ont rien pour faire fonctionner, en tout cas pour se maintenir à leur niveau de vie. L'Occident, en tout cas, a atteint un niveau de vie qui, sans l'exploitation de l'Afrique, l'Occident ne va plus exister pendant longtemps. C'est de cela qu'il est question, c'est leur mode de vie, c'est leur modèle, c'est leur survie qui est en jeu. Donc il faut piller l'Afrique. Et la Russie, la Chine veut les bloquer dans les pillages de l'Afrique pour les affaiblir. Puisque tout ça, c'est un prélude d'une troisième guerre mondiale. Il y a une nouvelle ordre mondiale qui est en train de se préparer si cette guerre n'est déjà pas le cas. Madame, ça c'était pour répondre à votre question, mais il y a des éléments de pression qu'il faut apporter. Et à mes frères, il y a quelqu'un qui a dit que le Mali ne va pas vers la Russie parce que la Russie a un droit de veto, que parce que la Russie a une puissance nucléaire. Mais madame, c'est du pléonasme en français. Existe-t-il une puissance, un membre permanent de l'ONU qui n'est pas une puissance nucléaire? Les États-Unis sont une puissance nucléaire. La Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, c'est parce que bien sûr ces 5 pays sont les premiers en tout cas à s'être proclamés vainqueurs de la guerre. Se sont conçus membres permanents et que les autres là viennent en complément. Donc maintenant, si vous voulez vous libérer d'un pays qui est membre permanent de l'ONU, de la taille de la France, que nous savons est appuyé par l'Angleterre et les États-Unis, qui doit-on choisir comme partenaire? L'Angleterre? Les États-Unis? Ah non. Nous avons fait le bon choix et le meilleur des choix. Ensuite, on dit que les pays arabes, que la Russie a lâché tomber suffisamment des pays arabes. Mais madame, moi je me demande, c'est la Russie qui a laissé tomber les pays arabes ou bien sont les pays arabes qui se sont laissés tomber eux-mêmes? Moi je ne comprends pas. L'Irak et l'Iran ont fait une guerre de 7 ans, 8 ans. 2 pays arabes qui s'affrontent. Et là c'est la Russie qu'on acquise. C'est comme si je ne souhaite pas le Mali et le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, et qu'on se met à accuser, pardon, laisse-moi terminer, et qu'on se met à accuser la Russie, ou bien la France, ou bien les États-Unis, d'avoir lâché le Mali parce que le Mali est en train de se battre avec le Burkina. Mais là, c'est très grave. Le Yémen, la guerre du Yémen, rappelons que c'est un autre pays arabe qui est en train de bombarder le Yémen, c'est l'Arabie Saoudite. Et de l'autre côté, vous avez aussi les Émirats Arabes Unis. Ce sont tous des pays arabes qui sont en train de bombarder un autre pays arabe. Et c'est la Russie qu'on doit accuser encore là-bas. Je ne comprends pas. C'est comme si le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontaient et qu'on était en train de... Monsieur Gamal Abina, Monsieur Tefousmé, permettez à Monsieur Issa Diawara de poursuivre. Le Mali n'a dit à personne, je le dis, je le répète, le Mali n'a dit à personne que c'est écrit dans la Constitution du Mali que le Mali est partenaire de la Russie à vie ou bien de la France. Nous agissons suivant nos intérêts et nos choix doivent être respectés. Ça, c'est très clair. Nos alliés là, ceux qui se disent partenaires là, je peux vous dire les défaillances de chaque partenaire du Mali. Mais est-ce que c'est le moment d'étaler les points faibles de nos partenaires? Moi, je dis non. Nous devons dépasser ces questions. Il faut voir ce qui peut marcher. Prenons le côté positif. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de positif avec la Russie? C'est de cela qu'il est question. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de positif avec l'Algérie? C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question de citer, de nous mettre à affaiblir notre propre allié. Si la Russie a des mauvais côtés, nous avons des services de renseignement, nous avons des dirigeants, les 5 colonels du Mali, savent comment anticiper sur cela. Ce n'est pas sur des médias qu'on va nous apprendre cela. Tout ce que nous disons ici là, c'est déjà sur les autorités du Mali. Nous ne faisons peut-être qu'éveiller le peuple malien. Nous ne faisons peut-être qu'éveiller la conscience du peuple africain. C'est là l'objectif de ce tel débat. Il s'agit de transmettre des informations vraies pour contrecarrer la propagande occidentale. Il s'agit de contribuer à l'éveil de conscience des peuples africains. Et non pas nous ne sommes pas là en train de mettre un pays à la barre. Le Mali n'est pas à la barre, madame. Ça, c'est très clair. Le Mali n'est pas à la barre. Chaque pays peut être à la barre. Et ensuite, je veux dire que l'Occident, je le répète, l'Occident ici, en Afrique, l'Occident est venu pour piller les ressources, mais la Russie est là pour bloquer les routes, en tout cas du gaz de l'Afrique qu'ils veulent créer pour faire acheminer les gaz africains à l'Europe, ou en tout cas le pétrole africain à l'Europe. La Russie veut les bloquer. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut ne pas comprendre. Je peux comprendre qu'il y ait d'autres pays africains qui ont des prétentions d'être des partenaires de la dimension de la Russie, mais pour le moment, le Mali a fait un choix, c'est la Russie. Si on va nous aider, qu'on nous aide dans cela, sinon qu'on nous laisse nous casser les dents des dents. C'est tout ce que nous avons choisi, c'est un choix et nous l'assumons. Merci.
Merci, Monsieur Issa Diawara, pour votre intervention. Alors, Monsieur Gamal Abina, Monsieur Tefousmen, permettons à chaque panéliste de pouvoir justement aller au bout de son analyse. Le temps maintenant de permettre à Madame Amina Fofana, qui est des nôtres. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Comment allez-vous? Nous allons bien. Merci d'être là. C'est vrai, j'ai été invitée à ce débat et M. Diawara avec mon frère Jérôme et Boussama qui m'ont invité sur le plateau. Et moi, je sais, et M. Diawara, mon frère, camarade, patriote, c'est pas pour rien, et je le rappelle sur ce plateau, qu'il se fait appeler au Mali par Général Issa Diawara. Pourquoi? Parce qu'il a mené bien de luttes et c'est-à-dire à bonne destination. Et aujourd'hui, la lutte a abouti. Donc, mon digne frère patriote, le grand général Issa Diawara, que vous voyez en t-shirt, n'est pas quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui a œuvré sur le terrain. Depuis des années avant que je ne commence la lutte, parce qu'il faut le dire. Donc, c'est quelqu'un qui est un grand monsieur. Et si moi, je viens tout de suite là, c'est parce que je vois que vous avez mis, je m'excuse, 3 Arabes contre mon frère. C'est ce que je vois. Et là, je suis obligée de monter parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment de l'agression et ça n'a rien à voir. Et tout se dirige. Oui, Gamal ou Gamal, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai déjà eu une discussion en privé avec ma soeur, ma dite soeur patriote Linda Larbaoui. J'ai eu une discussion en privé avec elle et je vois votre acharnement et je suis obligée de venir sur le théâtre de l'opération pour mettre les choses au clair. OK? Merci, madame. Et je salue tous ceux qui sont en commentaire et je vois que ce débat n'est pas équilibré. Pour la première fois que je vois un acharnement spectaculaire général contre un général du peuple malien, un général du peuple africain. C'est vraiment indignant et je m'indigne beaucoup. Voilà pourquoi je viens ici. Voilà. Surtout l'autre monsieur que c'est pour ma deuxième fois que je le vois. Voilà, il faut qu'on calme les esprits. La posture de l'Algérie, il faut que l'Algérie laisse ça. Nous, on n'est pas dans la posture de l'accord d'Alger. Hein. Non. L'Algérie ne va pas diviser le Mali pour la France et pour l'Occident. Ça, c'est hors de question. Même si le non-accord d'Alger, c'est sur le truc, c'est-à-dire que les Maliens ont fait une assise nationale. Avant ça, il y a eu un dialogue national. Après, il y a eu une assise nationale. Donc, les Maliens, même les rebelles de la France, voilà, même eux, ils ne sont pas d'accord pour diviser le Mali. Non seulement l'Algérie est en concurrence avec le Mali pour diviser le Mali, et ça, je peux le développer. Malheureusement, je suis montée un peu en retard, mais ce sont les acharnements de vos panélistes inhabituels. Je sais que Madame, ma soeur Linda Larbaoui et Gamal sont là tout le temps, et Gamal, il est voilà, soit c'est la Turquie ou c'est pas la Turquie, ou c'est, voilà, bref. Ma soeur m'a dit, soeur Linda Larbaoui, je parle avec elle, ok? Donc l'autre là, c'est pas un problème. Je vous dis simplement, ça c'est une chaîne panafricaine. Et on doit restituer la vérité. Et l'Algérie, c'est pas l'Algérie qui va venir diviser le Mali parce qu'il s'agit de l'accord d'Alger. Un accord issu du processus d'Alger, soi-disant pour la paix, mais pour la France et pour l'Occident. Et en ce moment, c'est Ibeka qui était au pouvoir. Pourquoi Ibeka était au pouvoir? Parce que c'est la France qui a permis que Ibeka soit au pouvoir. Et ce maudit accord, tous ces panélistes-là, tous ces gens-là qui se revendiquent panélistes, est-ce qu'ils parlent de ça? Des paroles de leur président Tebboune. Tebboune qui vient nous dire carrément avec son ministre des Affaires étrangères ici au Mali qu'il faut appliquer
l'accord d'Alger, est-ce que l'Algérie c'est le Mali? Est-ce que le Mali s'est une fois levé pour aller dire aux Algériens, dicter leur conduite aux Algériens pour qu'ils divisent leur pays? La Corse est en France là-bas. Combien d'années la Corse est en train de revendiquer son indépendance? Quel est le jour où vous avez vu Macron parler de la Corse? Donc respectons-nous, respectons nos souverainetés, respectons-nous les uns les autres. Nous sommes tous des panafricains. Et votre foutu accord d'Alger là, c'est le Mali qui n'en veut pas. Et même les rebelles que vous avez armés contre le Mali avec la France ont dit sur France 24 que non, le Mali va parler, c'est-à-dire les Maliens vont parler entre eux. Ça c'est important parce qu'il y a une horde là qui se ligue contre mon frère. Je vais vous expliquer, vous là qui êtes là, le Mali aussi c'est un pays. C'est pas le sous-pays de l'Algérie, ni le sous-pays de la France. On sait que l'Algérie n'est pas avec la France. Le Mali aussi n'est pas avec la France. Donc arrêtez d'agresser, arrêtez de nous agresser les uns et les autres. Et votre foutu accord d'Alger, là, ça passera pas. Il faut le dire à votre président. Ça passera pas parce que c'est pas l'avis des Maliens. C'est passé au moment où la France et l'Algérie avaient tordu le bras à Ibeka. Et cette époque est passée, elle est révolue. Hein? Et le Mali est avec l'Algérie. Et l'Algérie est avec le Mali. Donc vos discours, là, il faut sortir de ça. Maintenant, revenons au discours paternaliste de Macron. Macron, c'est un colon. Macron, c'est en fait un colon vaincu. Parce que quand on est vaincu, on va dire quoi? On va instrumentaliser tout ce que vous voyez là. Les instruments de la France-Afrique, l'Union africaine, comme Macky Sall était le président, qui est parti quémander, qui est parti. Au lieu de cultiver chez lui, il est parti quémander au nom des Africains. Est-ce que c'est le peuple africain qui a envoyé Macky Sall? Macky Sall demandait le blé ukrainien ou le blé russe. Non, Macky Sall ne se bat pas pour ce continent. Il ne s'est pas battu pour son continent. Et pire encore, le petit Macron, il vient, il va voir le petit Ambalo qui va carrément enlever sa cravate et jeter même sa veste contre le Mali. Il pense que le Mali, c'est quoi? Alassane Dramane Ouattara ou le Watner, ils pensent eux tous là que le Mali c'est quoi? Il faut que Tebboune aussi arrête. Je ne parle même pas de Tebboune ici parce que son discours a été transformé par la France dans un premier temps. Le Mali est un État souverain. D'accord? Le Mali c'est un État souverain. Si je quitte cette intervention, je sors de là. Je suis venu spécialement pour vous dire que si M. Bandakani était là, si M. Bertrand Tassina était là, si M. Janvier Momo était là, si M. tous les panélistes d'Afrique Média étaient là pour équilibrer ce débat, il n'allait pas y avoir ce acharnement ou bien ce sabotage quand mon dit frère patriote, le général Issa Diawara, il parle en dessous pour perturber la communication. C'est quoi cette affaire? Il faut se respecter. Le Mali, c'est une nation. C'est une nation qui existe avant la France. D'accord? Le Mali a aidé l'Algérie pour sa guerre d'indépendance. Et l'Algérie ne l'a jamais oublié, Dieu merci. Le Mali n'est pas un ennemi de l'Algérie. Le Mali n'est pas un ennemi des autres pays africains, malgré la posture impérialiste et impoli du truc là de la Côte d'Ivoire. Non, le Mali c'est plus que ça. Le Mali a aidé. Si vous voyez le Mali, Nelson Mandela là, il est venu ici, il est venu au Mali, il est venu voir le président Modibo Keïta, le dit président patriote Modibo Keïta, pour se libérer de l'apartheid. Et Modibo Keïta, il est venu, ils étaient 100 hommes
Modibo Keïta leur a offert le 10 président patriote, paix à son âme, sans passeport malien, pour qu'ils puissent passer partout. Il les a logés à l'hôtel. Et il leur a donné plus de 100 millions à l'époque de son argent pour mener la lutte contre l'apartheid. Le Mali a aidé la Guinée-Conakry. Le Mali a aidé à libérer l'Algérie. C'est pourquoi il y a beaucoup d'échanges entre le Mali et l'Algérie. Sinon, moi, je ne vais pas trop parler. Moi, j'ai étudié, j'ai fait 6 ans en Algérie. On a craché sur moi. Bougnoul, Kalouche, etc. Mais c'est pas un problème. Pour moi, l'affaire, ça dit que c'est une affaire de politique maintenant. On est d'accord, mais il ne faut pas essayer de saboter la souveraineté du Mali. Même la France, même les États-Unis qui essayent qui disent que leur personnel non essentiel doit quitter le Mali. Comprenez bien que le Mali est prêt à toute éventualité et que le Mali considère l'Algérie comme étant un pays frère. Donc, vos sabotages, parce que vous êtes 3 contre 1, arrêtez. Moi, je vous laisse ici, madame. Vraiment, c'est indignant de voir beaucoup de choses. Je me déconnecte et on est ensemble. Afrique Média, le monde, c'est nous. Le monde, c'est pas le mensonge. Le monde, c'est pas le mensonge. Surtout de Gamal et de son autre ami là. Je parle pas de Linda. Le monde là. Afrique Média, le monde, c'est nous. OK? Bonne soirée. Et vous faites bien de le souligner. Oh, j'entends pas. Vous m'entendez? Vous l'avez si bien fait, Madame Linda Labaoui, Madame Amina Fofana, j'y arrive. Merci infiniment de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps, malgré votre agenda assez saturé. Vous l'avez si bien dit, Afrique Média, le monde, c'est nous. Et justement, sur cette antenne, sur les antennes de la télévision panafricaine, nous ne permettons jamais, justement, que la souveraineté d'un État soit bafouée, peut-être à travers des propos soit haineux ou alors diffamatoires, ou encore des propos injurieux à l'endroit d'un État. Et vos différentes remarques ont été prises en considération par la programmation de la télévision panafricaine. Aucunement l'intention de créer un déséquilibre dans le débat à travers justement l'invitation faite à ces différents panélistes qui interviennent sur des questions précises. Alors, très rapidement, Monsieur Gamal Abina, qui depuis manifeste le désir de dire quelque chose en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, c'est important de répondre parce que je pense que je n'ai pas été compris du tout. Amina, pourtant, je la connais, donc je suis très surpris de sa réaction. Je ne parle pas du Mali, puisque je dis depuis le début que c'est eux qui ont la position la plus courageuse. C'est très étonnant de ne pas avoir compris cela. Ensuite, l'Algérie, le Mali, c'est une longue histoire. Et surtout, je suis très étonné parce que là, ce qui a été dit par Monsieur Diawara, et il dit des choses justes, c'est pas le problème. Je dis juste, et je répète, et je maintiens ma position, que nous, en tant qu'Africains, on doit se méfier des accords qu'on fait avec d'autres États qui ont des visées qui ne sont pas les nôtres. C'est vrai que le Mali choisit le bon partenaire aujourd'hui, les Russes et les Chinois, et ils ont raison. Donc il y a plusieurs trucs qui ont été dit. Après, elle a dit que je faisais la publicité de la Turquie, donc depuis le début on se trompe. Je dis que la Turquie défend ses intérêts. Je suis très clair là-dessus, et ils le font très bien. C'est des petits malins. Ensuite, Monsieur Diawara, il y a 2-3 trucs qui ont été dit. Il faut que je réponde quand même. L'Iran et l'Irak, c'est pas une guerre entre Arabes. L'Iran n'est pas un pays arabe. C'est un pays chiite et un pays persan qui ne parle pas l'arabe, qui sont pas arabes. Ensuite, la guerre contre le Yémen, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la barbarie américano-anglaise qui alimente les monarchies barbares du Golfe pour détruire le seul pays dans la région qui est un pays, une république. C'est le seul pays indépendant. Et ils l'ont détruit. Et ce ne sont pas des Arabes qui tuent des Arabes. Ce sont des traîtres qui travaillent pour l'Occident qui tuent des peuples arabes. Ça, je suis d'accord. L'Irak, c'est pareil. Quand les Russes étaient alliés avec l'Irak, il faut se rappeler qu'ils étaient alliés. Ils les ont laissés tomber en 2003. En 91, je comprends. La Russie est en difficulté. En 2003, je pardonne pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les Russes. Et je dis bien utiliser. Il faut que le Mali utilise les forces à l'extérieur pour pas se faire avoir. Et les forces qu'on doit utiliser, c'est les forces étrangères à l'Afrique. Les forces africaines entre elles doivent travailler entre elles, et je le dis depuis le début, nous sommes frères. Ça se discute pas. Aujourd'hui, c'est vrai que le Mali a soutenu l'Algérie pour l'indépendance, ça se discute même pas, c'est une évidence. Tout comme l'Algérie a soutenu l'Afrique du Sud, comme le Mali. Là aussi, ça se discute pas, ce sont des réalités. Mais la fraternité veut que je dise la vérité par rapport à ce partenariat russo-chinois, qui est un partenariat qui nous sert aujourd'hui, mais il faut les utiliser. Nous ne sommes pas leurs amis,
Ce ne sont pas nos amis, ce sont des gens qu'on utilise. À dessein, on le fait très bien. L'Algérie est alliée des Russes, je m'en satisfait pleinement. Mais il faut utiliser cela contre la barbarie occidentale. Donc le Mali, à qui je rends depuis le début de l'émission, je le rappelle, c'est pour ça que je suis étonné dans la réaction, je rends hommage au Mali depuis le début de l'émission en disant qu'ils ont fait le bon choix et qu'ils sont indépendants et que c'est des courageux et que les autres pays africains devraient prendre exemple sur eux. Et les choses sont très claires. Ils sont courageux parce qu'ils n'ont pas une grande puissance économique et militaire et ils tiennent face à la France. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, quand je parle de M. Diawara, je le félicite pour ce courage qu'il montre aujourd'hui. Mais il faut pas se tromper, il faut pas qu'on mésentende mon propos. Quand je dis méfions-nous des Russes, tout comme les Algériens, je donne un exemple très concret. Si les Russes voulaient aider, et vraiment aider, ils fabriqueraient des armes sur place. Ils ne le font pas pour nous, l'Algérie, alors que c'est notre allié. Donc ça, c'est une question qu'on doit poser. Quand les Occidentaux parlent d'aide de développement, ils nous insultent. C'est pas de l'aide qu'il faut, c'est des usines. Mais ils ne les construisent pas sur place. Le jour où on aura des usines qui nous appartiennent en Afrique, à ce moment-là, on discutera. Et c'est pour ça que je dis au Mali qui a le courage de relever le nez depuis tout à l'heure, je dis toujours ça. On réécoutera l'émission. J'ai dit Mali a relevé le nez. Je pense qu'Amina a pas bien compris mon propos. Je dis méfions-nous de nos partenaires parce que je n'ai pas confiance à ces partenaires. Ça reste des gens qui travaillent pour leurs intérêts, ce qui est logique. Et le jour où on sera fort comme eux, on sera peut-être comme eux d'ailleurs, on travaillera pour nos intérêts, mais il faut se méfier de ça. Je dis aux Maliens, comme aux Algériens d'ailleurs, hein, qu'il faut se méfier des partenaires, il faut avoir un rapport d'équilibre de force. Ensuite, la question des armes nucléaires. Alors, les 5 membres permanents n'avaient pas la bombe atomique à l'époque. Ils ont été membres permanents pour une seule raison, c'est la pire, c'est parce qu'ils avaient le plus d'habitants. Alors, les Anglais et les Français par la colonisation, les Russes et les Américains par l'habitant, les Chinois. Aujourd'hui, il y a 7 pays, voire 8 pays qui ont la bombe atomique. Mais on peut pas s'allier avec tous ces pays-là. Par contre, c'est bien qu'il faut s'allier effectivement avec les Russes qui ont la bombe atomique parce qu'on peut pas les attaquer. C'est ça, le jeu d'échecs. C'est ça qui fait qu'on est malin ou pas. Et c'est là où je félicite la transition au Mali qui a fait un travail formidable parce qu'ils se sont débarrassés des colons et qui le font en relevant le nez. Quand on relève le nez, relever le nez, c'est peut-être pas évident. Chez les Algériens, quand on y relève le nez, c'est qu'on a la fierté. C'est ça la question. Ce qui était avant, on n'avait pas de fierté. Et pour répondre aux accords d'Alger, alors moi, les accords d'Alger, j'ai jamais été fan de ça. C'est des accords à minima qui arrangeaient pas grand monde. Je suis pas certain que l'Algérie, qui est comme ça avec le Mali aujourd'hui, je veux dire, il y a un représentant malien qui est allé en Algérie en premier. Ils savent très bien l'intérêt qu'ils ont en commun d'en finir avec les groupes terroristes. Parce que ces 2 pays ont traversé ou traversent les mêmes difficultés. Donc, faut jamais perdre de vue que ces groupes terroristes, qu'on appelle ACMI, c'est l'ancien GSPC algérien. C'est ça. Ces gens-là étaient activés par l'Occident comme d'habitude. Ils cherchent toujours à mettre des islamistes sur le dos. Et ces GSPC a été inspirés par l'Arabie Saoudite, tenus par l'Amérique. Tout est dit. Donc quand on sait d'où vient le mal, l'idéologie américaine, qu'ils ont mis chez Saoud et qui est venue chez nous dans nos pays où l'islam était apaisé, il faut se méfier de ces gens-là comme de la peste. J'ai toujours une détestation de l'Occident pour ce qu'il a fait en Afrique. Je le déteste parce qu'ils ont tué mon père et mon grand-père. Voilà, c'est très clair. Ils les ont tués par les armes et par la bombe atomique en Algérie, d'accord? Donc je les déteste plus que vous, j'imagine certainement. Aujourd'hui, c'est vous qui vous battez et je vous en félicite. Mais vous trompez pas. Les Russes ne sont pas nos amis, ce sont des partenaires qu'il faut utiliser intelligemment. Vous êtes suffisamment intelligent pour cela, je le sais. Donc je vous fais confiance, mais ne vous trompez pas. Voilà, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se tromper de combat. Excusez-moi. Merci, monsieur Gamalabina, pour votre intervention. Alors, pour cette émission, pour ce programme Face à l'actualité, pour le compte de ce 2 août 2022, il faut préciser, chers téléspectateurs, que nous allons clôturer ce programme avant l'heure, précisément dans quelques minutes seulement. Comme vous l'avez constaté, vous êtes habitués à la fin de ce programme à 22h30, parfois à plus de 22h30, mais pour des raisons de programmation, nous allons justement raccourcir ce programme. Il excuse encore, chers téléspectateurs, de raccourcir ce programme, mais toutefois, nous allons permettre à nos différents panélistes de dire un mot pour conclure ce programme. Alors, général, je vais reprendre les thèmes de Madame Amina Fofana. Général Issa Diawara, en quelques mots, nous sommes en train de clôturer ce programme. Peut-on parler d'une offensive de la diplomatie américaine en Afrique? Une offensive, non, la défensive. Je pense que la diplomatie américaine, c'est la défensive. Et je dis simplement qu'Afrique Média n'a même pas raison de raccourcir les programmes. Nous sommes des adultes, nous sommes tous des responsables, nos discussions à tête reposée. Et la diplomatie américaine est vraiment sur la défensive. C'est au contraire la diplomatie russe qui est à l'offensive. La diplomatie sino-russe, c'est ce qui est à l'offensive. Donc les Français, les Américains sont à la défensive. Ils essaient de sauver les quelques casseroles des maisons. Donc ils essaient de sauver ce qu'ils peuvent sauver. Mais est-ce qu'ils vont réussir à sauver? Je pense pas. Juste, je rassure mon frère Gamal,
qu'en réalité, on parle à peu près la même chose. Peut-être qu'il n'a pas compris. J'ai tout le temps dit, j'ai dit ici que les risques, nous, on n'a pas dit que les risques sont les enfants de Caire. Que simplement, mais ce n'est pas à moi de dire sur les médias que le Mali va utiliser les risques. Mais ça, c'est très mal placé. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que dans les partenariats avec l'Algérie, que le Mali va utiliser l'Algérie. J'ai dit de faire confiance aux 5 colonels du Mali. Donc, cela veut tout dire. Nous savons ce que nous avons à faire, nous avons lu dans le passé. Donc, je salue tout le monde et je remercie Afrique Média et merci beaucoup. Et bien sûr, Afrique Média, le monde, c'est nous. Madame Linda Labaoui, un dernier mot. Pouvons-nous parler d'une offensive de la diplomatie américaine contre la Russie en Afrique? Ça fait un bout de temps que je l'attends, cette offensive, et elle vient finalement. Maintenant, il y a une chose qui m'avait marqué dans le discours de Tebboune, et je l'avais relevé le jour même, et ça, j'aimerais bien que Amina, ma sœur, le sache, et puis les panélistes, c'est que le président Tebboune, je vais vous traduire mot pour mot, il a dit il y a un esprit malsain et prédateur qui guette le Mali. Et ça m'avait choqué. Alors, il a parlé effectivement, il a dit il faut que le Mali revienne à une situation normale, c'est-à-dire un vote. Il n'a pas dit il faut qu'il revienne tout de suite ou machin. Il a juste dit ça en enchaînant avec un esprit prédateur et malsain qui guette le Mali. Et il ne faut pas que ça dégénère. Donc, il y a un message derrière ce qui a été dit. Les autorités maliennes et les autorités algériennes sont proches. Il y a sûrement des accords secrets, il y a sûrement des choses qui se passent en douceur entre les deux pays. On le voit avec le Cameroun. La semaine dernière, j'avais dit une phrase qui avait peut-être choqué. J'ai regardé un peu sur les réseaux, sur Facebook, les commentaires, quand j'ai dit l'Algérie est très proche du Cameroun. Et aujourd'hui, nous sommes à des accords militaires. Pour Monsieur Gamal Abina, il y a de la fabrication en Algérie d'armement. Et justement, avec le Cameroun, il est question d'une vente d'armes et il y a plein de choses qui vont se passer avec le Cameroun. Mais en Algérie, oui, les Russes acceptent beaucoup de choses quand ils signent des contrats. Maintenant, par rapport à l'histoire de la Russie, dans South Beko, il y avait aussi l'empereur russe à l'époque. Et c'est bizarre, la révolution bolchevique, c'est 1917, et South Beko, c'est 1917 aussi. Maintenant, par rapport à l'État d'Israël, les États-Unis ont reconnu à la 11e minute l'État d'Israël. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas créé. C'est Staline avec Churchill qui ont créé l'État d'Israël. Et ça, c'est des informations historiques. Encore une fois, je n'invente pas. Concernant Gamal Abdel Nasser, je conseille un livre très très intéressant qui a été écrit par le premier président égyptien, Mohamed Najib. On s'est servi de lui et après les choses ont été très très loin. Gamal Abdel Nasser a perdu Gaza. Aujourd'hui, les Gazaouis payent le prix. Il a perdu le Sinaï et il a perdu aussi le Soudan. C'était un seul pays, l'Égypte et le Soudan, et les Soudanais payent encore le prix. Donc il faut revenir aux archives, il faut revenir aux accords, il faut revenir à tout ce qui... Comme ça, on comprendra comment on peut nous débarrasser au niveau du Mali, du Burkina, de toute l'Afrique, de tout ce qui est néocolonialiste. Donc, il y a eu beaucoup de traîtres en Afrique. Réellement, il y a eu beaucoup de traîtres. Il y a des archives russes qui sont ouvertes, il y a des archives anglais qui sont ouvertes et je les conseille fortement. Linda Labaoui, Monsieur Tefous Men, en quelques mots, nous sommes parvenus à la fin de ce programme. Peut-on parler d'une offensive des États-Unis contre la Russie en Afrique? Avant de vous répondre, je voudrais s'il vous plaît revenir à ce qui a été dit par votre invité, j'entends parler à la dame, dont j'ai pas retenu le nom. Franchement, je pense qu'elle est carrément passée à côté de la plaque. Nous, on n'a aucun grief à faire valoir contre notre frère Issa Diarra, et moi, je respecte carrément son engagement. Je ne crois pas qu'on ait vocation de détruire, si vous voulez, l'engagement ou de profaner
les positions politiques de tel ou tel partenaire, parce que je le considère comme un collègue, partenaire, tout ce que vous voulez. Issa Diarra, il a franchement tout non-resté, et je respecte son engagement, et je pense qu'on est dans la même arche, et nous défendons pratiquement les mêmes intérêts. Je ne vois pas pourquoi, moi ou Gamal ou Linda, on va s'allier contre notre frère. C'est pas le but. Notre but, c'est de développer l'actualité en fonction des données. Nous autres, nous avons des données, nous les avons développées, si vous voulez, avec notre sensibilité politique et avec toute objectivité. En tout cas, du moins, je le crois. Pour revenir aux Russes et pour rassurer notre frère Issa Diarra, par exemple, quand ils ont vendu ce qu'on appelle l'antimissile, le S-400, ils n'ont pas donné le code de lancement aux Syriens. Vous vous rendez compte quel est ce partenariat qu'on croit vraiment gagnant-gagnant? C'est pas gagnant-gagnant. Quand on est, par exemple, en Syrie, sur la Méditerranée, parce que les Russes ont besoin d'un accès dans les eaux chaudes, et que on refuse aux pays hôtes, on peut parler de pays hôtes parce que c'est comme ça que c'est donc déclaré, les Russes n'ont pas voulu donner le code, comme ils n'ont pas donné les codes de certaines armes à certains pays, dont l'Algérie. Et pour revenir aussi à Linda Larbaoui, les armes qu'on construit en Algérie, c'est des armes classiques, c'est pas de grandes armes. Gamal, il a tout à fait raison de dire que si les Russes voulaient vraiment partager leur intelligence ou leur technologie, qu'ils le fassent en Algérie ou dans n'importe quel pays. Le Mali, encore une fois, c'est un pays frère. Le Mali, il a un passé historique avec l'Algérie. Nous partageons les mêmes frontières, nous partageons la même religion, nous partageons les mêmes objectifs. Je ne vois pas pourquoi on serait contre les Maliens. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, je suis pratiquement choqué par les propos de la dame. Je suis désolé de vous dire comme ça. Encore une fois, M. Diarra, ne comprenez pas mal mes propos. Alors, c'est ici que nous mettons un point final à ce programme. On va lire très rapidement les messages de quelques panafricanistes avant de clôturer, de refermer ce programme. Monsieur Isaac Djeke qui dit que Monsieur Macron ne veut pas admettre que la France a perdu l'Afrique et ça, il n'y a pas de retour possible. La Chine est une chance pour l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Une autre panafricaniste, Madame Gisèle Fra, qui dit « Méfions-nous de tous ceux qui s'introduisent dans notre culture en prétextant nous former et éduquer nos enfants. » Notre panafricaniste, Monsieur Eric Moyalbaye, qui souligne que le seul remède pour la vraie indépendance, c'est de coopérer avec la Russie. Notre panafricaniste, Monsieur Nou Aïdjo, qui dit que même si les Américains viennent anticiper, le peuple africain ne fait plus confiance. Merci infiniment, Monsieur Gamal Abina, pour votre intervention ce soir. Merci infiniment. Vous êtes internationaliste, Madame Linda Larbaoui. Merci infiniment pour vos différentes analyses. Vous êtes analyste politique, mais également spécialiste des questions sécuritaires. Sans oublier Monsieur Tefousmane, vous êtes journaliste, expert des questions internationales. Monsieur Issa Diawara, le général Issa Diawara, vous êtes activiste panafricaniste. Sans oublier Madame Amina Fofana, qui malgré son agenda a assez saturé, a quand même participé à ce programme. Elle est leader panafricaniste. Merci infiniment, chers internautes, pour vos différentes votre participation, on va le dire, active à travers nos différentes plateformes. C'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés dans quelques minutes seulement. Retour sur quelques temps forts de la célébration du 326e anniversaire de la marine russe. On se retrouve très bientôt pour un autre programme. Au revoir.